Pendant des milliers d'années, les hommes ne connaissaient que les planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, qu'ils pouvaient observer à l'aide de simples télescopes ou même à l'œil nu si les conditions étaient réunies. Mais en 1781, un célèbre astronome, Sir William Herschel, a découvert une nouvelle planète de couleur bleu glacé. Au début, les gens ont cru qu'il s'agissait d'une étoile, mais par la suite, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une planète. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom d'Uranus, une planète qui se trouve plus de 19 fois plus éloignée du Soleil que ne l'est la Terre. Elle est si loin qu'il lui faut 84 ans pour faire le tour du Soleil. Cet astronome a également découvert de nombreuses autres choses intéressantes dans l'espace, comme des étoiles doubles et des nébuleuses. Au milieu du 19e siècle, les savants ont remarqué que quelque chose tirait Uranus et modifiait étrangement son orbite. Ils ont pensé qu'il devait exister une autre planète dans l'espace, et ils ont fait appel aux mathématiques pour prédire où elle se trouverait. Finalement, ils ont découvert Neptune à l'aide d'un télescope en 1846. Elle était trop peu visible à l'œil nu en raison de son éloignement du Soleil. Tout cela était si excitant. Qui sait combien d'autres planètes pourraient se trouver là, tapies dans l'obscurité de notre propre système solaire. Au milieu du 19e siècle, des astronomes ont remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une petite planète tellurique, nommée Mercure, se comportait de manière bien étrange. Elle ne suivait pas l'orbite prévisible que l'on attendait d'elle. L'un des astronomes se trouvait être un brillant scientifique français, Urbain Le Verrier. Il a émis une théorie selon laquelle il pourrait bien se trouver une autre planète dans notre système solaire que personne n'avait encore découverte, et elle serait située quelque part entre Mercure et le Soleil. Cette planète hypothétique, qu'il a baptisée Vulcain en référence au dieu romain de la forge, aurait une surface incroyablement chaude, et elle pourrait constituer une explication potentielle au comportement étrange de Mercure. Il n'a jamais vraiment prétendu que Vulcain était la seule chose capable de perturber l'orbite de Mercure. Mais excités par la possibilité de découvrir une nouvelle planète, les astronomes du monde entier se sont emparés de l'idée. Les gens se sont alors engagés dans une grande quête d'informations au sujet d'une planète qui n'existait pas. Certains savants ne pensaient pas qu'il était possible qu'ils aient pu manquer une autre planète aussi grande que Mercure. Il aurait été difficile de ne pas la remarquer jusqu'à ce moment. Mais il y existait une infime chance qu'une planète plus petite existe à l'intérieur de l'orbite de Mercure et qu'elle soit trop proche du Soleil pour que quiconque puisse la voir. Selon une théorie, elle se trouverait à environ 13 millions de kilomètres du Soleil. Mercure est la planète dont l'orbite est la plus excentrique de notre système stellaire, mais le point le plus proche du Soleil est d'environ 28,5 millions de kilomètres. Vulcain se trouverait donc à moins de la moitié de cette distance. Si cette planète existait, elle orbiterait autour du Soleil tous les 19 jours et 17 heures, et sa trajectoire serait inclinée d'environ 12 degrés par rapport à celle des autres planètes de notre système solaire. La position de Vulcain, à son point le plus éloigné du Soleil, serait encore trop proche de celui-ci pour être vue à l'œil nu, même au crépuscule. La seule chance de voir Vulcain serait lors d'une éclipse solaire, ou lorsqu'elle passerait elle-même devant l'astre, ce qui, selon cette théorie, se produirait 2 à 4 fois par an. Selon cette même théorie, la mystérieuse planète était si proche du Soleil qu'elle ne pouvait être vue que lors d'une éclipse solaire totale, lorsque la Lune bloquait l'aveuglement du Soleil. Ainsi, à chaque éclipse, les astronomes scrutaient le Soleil dans l'espoir d'apercevoir Vulcain. Ils ont eu beau essayer, mais quoi qu'ils fassent, ils n'ont jamais pu trouver cette mystérieuse planète. Certains astronomes affirmaient l'avoir repérée lors d'éclipses, mais personne n'a jamais pu le confirmer ou en apporter la preuve. La théorie de Vulcain a peu à peu sombré dans l'oubli. Einstein avait une autre idée en tête. Tu connais sa théorie de la relativité générale, n'est-ce pas? C'est là qu'il a affirmé que la gravité n'était pas une sorte de force naturelle, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps, due à la présence de corps spatiaux supermassifs, comme les planètes et les étoiles. Les planètes tournent autour du Soleil, dans leur orbite habituelle, parce que l'espace-temps est courbé. Ce qui signifie que les planètes tombent en quelque sorte vers l'étoile centrale de notre système solaire. Et Einstein a tenté d'expliquer l'orbite inhabituelle de Mercure, à l'aide de sa propre théorie de la relativité. Contrairement aux autres planètes de notre système solaire, l'orbite de Mercure n'était pas circulaire. Au lieu de cela, elle semblait osciller légèrement, comme si une force invisible l'attirait. Selon Einstein, ce phénomène aurait pu être dû à la gravité colossale de notre Soleil qui courbe la fabrique de l'espace-temps autour de lui.
Selon lui, il était possible que cela modifie légèrement l'orbite de Mercure. Il aura fallu un certain temps à la communauté scientifique pour éprouver cette théorie, mais elle s'est finalement imposée comme l'explication la plus plausible. Bien que la théorie d'Einstein ait fourni une explication plus élégante à l'étrange orbite de Mercure, certains scientifiques continuaient à croire en Vulcain. Il était d'autant plus difficile d'abandonner l'idée que Mercure est également la planète la plus difficile à observer d'où nous nous trouvons. Et par la suite, de plus en plus de chercheurs ont commencé à accepter la théorie d'Einstein en dépit de leurs convictions. Puis, ils ont attendu une éclipse solaire totale, afin de tester la théorie de la relativité d'Einstein, et non plus à cause de Vulcain. Vulcain n'est d'ailleurs pas la seule planète hypothétique dont tout le monde ait un jour parlé. Depuis l'ère moderne, certains estiment qu'une planète mystérieuse pourrait se tapir dans la partie extérieure de notre système solaire. Mais celle-ci a plus de chances d'exister. Personne ne l'a encore observée directement, mais des simulations informatiques montrent que cette prétendue planète 9 ou planète X se trouverait probablement quelque part au-delà de Neptune. Neptune et la planète X pourraient être de taille similaire. Cette dernière pourrait donc être 10 fois plus massive que la Terre et orbiter autour de notre Soleil en suivant une courbe elliptique, qui serait en moyenne 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune. Une année pourrait y durer entre 10 000 et 20 000 années terrestres. À titre de comparaison, une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Un objet de cette taille, se déplaçant par-delà Neptune, pourrait expliquer les orbites étranges de certains objets dans la ceinture de Kuiper. Cette ceinture est la zone de notre système solaire qui se situe au-delà de Neptune et de son orbite. On y trouve très probablement de nombreux astéroïdes, des comètes et d'autres corps plus petits, principalement constitués de glace. Il existe une autre planète hypothétique, baptisée Nibiru. Tu te souviens de ces rumeurs de fin du monde en 2012 ? L'un des scénarios les plus populaires était celui de Nibiru qui, d'après certains, était censé frapper notre planète à la fin de l'année. Bien sûr, rien ne s'est produit, nous sommes toujours là, mais l'idée de Nibiru semblait intéressante. Ces histoires ont commencé en 1976, lorsqu'un homme du nom de Zecharia Sitchin a mentionné Nibiru dans son livre « La 12e planète », affirmant qu'elle orbitait autour du Soleil tous les 3600 ans. Mais il n'existe aucune chance qu'une planète avec une orbite aussi excentrique ne perturbe pas les autres planètes de notre système solaire avec sa propre gravité. Et si elle s'approchait vraiment si près de la Terre en 2012, nous étions censés pouvoir la distinguer à l'œil nu. Des calculs simples ont montré que Nibiru aurait été presque aussi brillante que Mars dans sa plus faible luminosité, et plus brillante que les étoiles les plus faibles que l'on puisse observer en ville. Peut-être aurons-nous plus de chance dans les 3500 ans à venir. En 2011, une comète du nom d'Helena est apparue et dont beaucoup ont pensé qu'elle pouvait être la fameuse Nibiru. Mais lorsqu'on observe les comètes et les planètes au télescope, on s'aperçoit qu'elles ont une apparence différente. La comète possède une chevelure, qui est une atmosphère gazeuse, ainsi qu'une queue, ce dont une planète est pourvue. De plus, cette comète n'a pas percuté la Terre. Elle s'est approchée trop près de notre Soleil, puis s'est désintégrée. Les débris restants continueront à se déplacer vers le système solaire externe pendant les 12 000 prochaines années. Tu as décollé de la Terre et garé ton vaisseau spatial quelque part près de la Lune. Tu es maintenant à près de 380 000 km de ta planète natale. Cela représente presque 100 fois la largeur des États-Unis. Maintenant, tu sors un marteau géant et un énorme burin en utilisant les bras robotiques de ton vaisseau spatial. Tu places le burin au pôle nord de la Terre et tu frappes sa tête avec le marteau. La Terre s'ouvre comme une coquille d'œuf et tu vois une autre planète. C'est Theia. Elle se cache à l'intérieur de notre planète comme le jaune dans un œuf. Il faudrait remonter le temps de 4,5 milliards d'années pour découvrir comment elle est arrivée là. Cette magnifique nébuleuse deviendra bientôt notre système solaire. La poussière colorée et les divers débris spatiaux se rapprochent lentement du centre. Bientôt, ce puzzle de débris deviendra trop lourd et trop dense. La température à l'intérieur de la géante augmente à tel point qu'elle déclenchera une réaction nucléaire en chaîne. Une seconde plus tard et boum! Une explosion si puissante que les ondes de choc voyagent loin dans l'espace. Et le flash aveuglant de cette explosion peut être vu de l'autre côté de la Voie lactée.
Lorsque la poussière se dissipe un peu, tu peux voir qu'une lumière vive brille encore au centre même de l'explosion. Cette nouvelle étoile est le Soleil. Elle pèse autant que 333 000 terres. Si le Soleil était un seau, il faudrait 1,3 million de planètes de la taille de la Terre pour le remplir. Tu t'intéresses à un petit objet là-bas, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Cet amas de roches et de lave chaude, c'est la Terre. En ce moment, la planète est occupée à former son noyau, tandis que les océans de lave se refroidissent progressivement. Mais quelques dizaines de millions d'années après la naissance du Soleil, tu remarques un objet étrange qui se dirige vers la Terre. C'est Theia. Cette petite planète est née à peu près en même temps que la Terre. Et maintenant, elle suit une folle trajectoire en spirale à une vitesse énorme. Les scientifiques pensent que Theia était une sorte de boule avec laquelle Jupiter et Vénus jouaient. Vénus tirait Theia dans une direction, puis sa grande sœur Jupiter la tirait en arrière. Mais le Soleil représente 99,8% de la masse de tout le système solaire. C'est pourquoi l'étoile fixe ses propres règles. Elle fait en sorte que Theia se déplace sur une orbite presque identique à celle de la Terre. Elles se rapprochent donc inévitablement l'une de l'autre jusqu'à devenir voisines. Theia a la taille de Mars et est aussi large que l'océan Atlantique de New York au Portugal. La collision ne peut pas être évitée. Theia se dirige vers la Terre à près de 14 500 km/h, soit 11 fois plus vite que la vitesse du son. Si la plus petite planète s'écrase sur la Terre avec un angle particulier, la Terre sera très probablement anéantie, ainsi que Theia elle-même. La collision provoquera une énorme explosion visible sur d'autres planètes, même en plein jour. Il ne restera rien d'autre que de la poussière et des débris brûlants. Et même si Theia ne touche que légèrement la Terre, elle détruira un morceau de notre planète de la taille de l'Australie. Mais la collision avec Theia se produit à un angle parfait de 45 degrés. Elle percute la Terre à une vitesse phénoménale. L'explosion vaporise littéralement d'énormes quantités de roches et l'onde de choc envoie les débris restants dans l'orbite de la Terre. Un énorme cratère se forme sur le lieu de l'impact. Il se remplit bientôt de lave bouillante. Les restes de Theia et les fragments éjectés de la Terre commencent à graviter autour de notre planète. Selon une certaine théorie, ces fragments forment deux lunes. Au début, elles voyagent ensemble, mais un jour, elles se rapprochent trop l'une de l'autre et entrent en collision, formant un seul grand corps spatial. L'autre théorie affirme que tous les fragments commencent à être tirés par les restes de Theia. Un peu plus tard, ils formeront la Lune telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est encore que de la roche rougeoyante et de la lave. La collision à cet angle incline légèrement notre planète et accélère sa rotation. C'est à cause de Theia que nous avons des saisons et 24 heures dans une journée. La Terre a des plaques lithosphériques, d'énormes pièces solides qui constituent la croûte de notre planète. Après la collision avec Theia, elle commence à se fissurer et à se briser. Cela conduit le carbone, un composant primaire de toute vie connue sur Terre, à se déplacer sur toute notre planète. La Terre développe donc une sorte de métabolisme. Après quelques centaines de millions d'années, les premières créatures vivantes commencent à apparaître sur notre planète. Pendant près de 4 milliards d'années, de simples organismes unicellulaires ont évolué vers la vie que l'on connaît aujourd'hui. Selon les scientifiques, une telle collision est un événement très rare. La probabilité qu'il y ait quelque part une planète comme la nôtre qui ait survécu à la même catastrophe est extrêmement faible. C'est peut-être la raison pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé de traces d'autres civilisations dans l'espace. Pendant ce temps, les restes de Theia sont toujours là, sur Terre. Bien sûr, elle ne ressemble pas à une planète entière coincée dans la nôtre. La plupart des fragments se sont fondus dans la croûte terrestre. Si tu enlèves la couche supérieure de notre planète, tu verras deux énormes boules de lave de la taille de continents entiers. Elles se trouvent juste en dessous de l'Afrique et de l'océan Pacifique. On peut supposer que ce sont les restes de Theia. Ils ne se sont pas mélangés au manteau terrestre à cause de leur densité différente. C'est un peu comme mélanger de l'eau et de l'huile dans un verre. L'huile flottera toujours au-dessus de l'eau et créera une couche uniforme. Mais si tu faisais remonter ces plaques de lave à la surface, elles seraient 100 fois plus hautes que le mont Everest. D'autres restes de Theia pourraient se trouver sur la Lune. Les missions spatiales Apollo ont rapporté de nombreux échantillons de sol pour les analyser. Les scientifiques ont conclu que la structure de la Lune est très similaire à celle de la Terre. On pourrait forer en profondeur et y prélever des échantillons. Puis on analyserait les blobs depuis la Terre.
Si leur structure correspondait, ce serait une preuve totalement fiable que Theia a bien frappé la Terre il y a 4,5 milliards d'années, et que la Lune est née ainsi. Mais pour l'instant, Theia reste quelque peu mystérieuse. Les scientifiques ne sont pas encore sûrs que la planète a réellement existé. Cette idée correspond parfaitement au modèle de création de la Lune, mais en réalité, cette incroyable collision pourrait ne jamais avoir eu lieu. Maintenant, tu voyages à 41 années-lumière de la Terre jusqu'à la planète 55 Cancri E. Elle fait environ 2 fois la taille de la Terre et est 8 fois plus lourde. Tu sors à nouveau ton marteau géant et tu l'utilises pour frapper le burin. La planète se fissure. Et tu vois que c'est un diamant géant. La température de cette planète est des dizaines de fois plus élevée que celle de la Terre. Et son sol est riche en carbone. La chaleur exerce une forte pression sur ce carbone et lui fait changer de structure. D'abord, il se transforme en graphite, puis avec encore un peu de pression, le graphite se transforme en diamant. Sur Terre, les diamants se forment à des profondeurs supérieures à 100 km, où la pression est 50 000 fois supérieure à celle de la surface. Les températures y dépassent les 500 degrés, ce qui est aussi chaud que le feu. Les diamants sont éjectés plus près de la surface lors d'éruptions volcaniques. Pourtant, les gens doivent creuser des mines à 500 mètres de profondeur pour trouver ces magnifiques pierres précieuses. Le diamant du Jubilé d'or est le plus gros diamant taillé et facetté sur Terre. Il pèse autant qu'une tablette de chocolat et a la taille d'un hamster. Son prix est d'environ 12 millions de dollars. Imagine maintenant un diamant de la taille d'une planète entière. Tu décides de retourner dans le système solaire. Ta destination est Europa, la lune de Jupiter. Elle est aussi large que la distance entre Seattle et Houston, et sa masse est inférieure à 1% de la masse de la Terre. Sa surface est entourée d'une croûte glacée d'environ 30 km d'épaisseur. Mais que se passe-t-il si tu fends cette croûte avec ton marteau géant? En réalité, Europa est entièrement recouverte d'eau. Il fait très froid ici, 3 fois plus froid qu'au pôle Nord sur Terre. L'eau se transforme en glace presque instantanément. Mais l'océan sous la surface est toujours liquide. Europa interagit avec Jupiter par gravitation, tout comme la Lune avec la Terre. Cela crée des forces de marée et chauffe le noyau d'Europa. Le noyau fait fondre la glace qui l'entoure. Le résultat est un énorme océan, 2 à 3 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Les scientifiques pensent que l'eau est la base de la vie. Cela signifie que la vie pourrait exister sur Europa. Il pourrait y avoir des sources thermales, tout comme au fond de nos océans. L'eau y est probablement beaucoup plus chaude. Et même si la pression et la température dans de tels endroits sont probablement extrêmes, de simples bactéries pourraient y vivre. Europa a presque le même âge que la Terre. Cela signifie qu'il s'est écoulé suffisamment de temps pour que des organismes vivants apparaissent et évoluent. Qui sait, peut-être qu'une civilisation avancée est déjà en train de fleurir sous cette croûte de glace. Ils sont peut-être en train de construire de grandes villes et de rêver de conquérir l'espace en ce moment même. Mais la seule chose que l'on peut faire pour le moment est d'envoyer une sonde sur Europa et de découvrir si la vie est possible. Explorant toujours plus loin les vastes étendues de l'univers, les scientifiques ont fait d'incroyables découvertes. Et ils ont aujourd'hui plus de questions que de réponses. D'une super Terre brûlante à un monde en forme de ballon ovale, les exoplanètes, trouvées en 2022, sont vraiment hors du commun. Alors accroche-toi, car l'avenir de ces découvertes s'annonce plus radieux que jamais. Numéro 1. De nouveaux types d'exoplanètes. Les naines rouges représentent plus de 70% de toutes les étoiles. En septembre 2022, des scientifiques ont donc décidé d'examiner de plus près les petits mondes qui gravitent autour d'elles. Et ce qu'ils ont observé est stupéfiant. Un nouveau type d'exoplanète composé à moitié de roche et à moitié d'eau sous forme liquide ou glacée. Selon les chercheurs, ces planètes proviendraient d'un matériau venu de très loin, au-delà de la ligne des glaces, où les températures sont extrêmement basses. Elles se seraient ensuite rapprochées de leur étoile, à l'endroit où les astronomes les ont détectées. Cette découverte pourrait bien avoir d'énormes répercussions sur la quête de la vie dans le cosmos. Bien que ces planètes soient chargées d'eau, elles ne sont peut-être pas complètement couvertes d'océans. Qui sait, l'une d'entre elles sera peut-être la prochaine Terre 2.0. Numéro 2. Un monde de la taille de Jupiter. Imagine une planète massive et mystérieuse, une espèce de Jupiter caché dans la galaxie. Eh bien, nous venons d'en découvrir une en orbite autour d'une étoile, située à 379 années-lumière. Nous l'avons appelée TOI 2180b, et elle fait déjà parler d'elle. Pourquoi ?
Tout d'abord car elle met 261 jours à faire le tour de son étoile. Ce qui est beaucoup plus long que pour la plupart des géantes gazeuses que nous avons pu observer jusqu'à présent. Mais ce n'est pas tout. Les températures de ce monde sont étonnamment douces, avec une moyenne de 77 degrés. En comparaison, il fait entre moins 189 et moins 139 degrés Celsius sur une planète comme Saturne. Elle est en fait un trait d'union entre les exoplanètes géantes récemment découvertes et notre Jupiter. Mais une question demeure, pourquoi cette planète est-elle si différente ? Les scientifiques cherchent encore à comprendre. Espérons que nous aurons bientôt des réponses. Numéro 3, la planète Hulk. La surface de cette planète est recouverte de magma en fusion et une année n'y dure qu'une demi-journée. Bienvenue sur TOI 1075b, une exoplanète surnommée planète Hulk par les scientifiques. Située à 200 années-lumière, cette super-Terre est l'une des plus massives jamais découvertes. Sa proximité avec son étoile mère fait que sa surface atteint une température de 1050 degrés Celsius. La chaleur est telle que l'eau s'y évaporerait instantanément et que l'air serait rempli de roches vaporisées. Mais si sa température est impressionnante, sa taille l'est encore plus. TOI 1075b a une masse presque 10 fois supérieure à celle de la Terre, ce qui en fait l'une des super-terres les plus énormes que nous connaissions. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Cette planète orbite en seulement 14,5 heures, ce qui en fait l'une des périodes orbitales les plus courtes jamais enregistrées pour une planète de cette taille. De quoi enrichir notre catalogue de manière passionnante. Numéro 4, 3 planètes condamnées. Des astronomes ont fait la découverte de 3 planètes qui évoluent en une dangereuse danse à côté d'étoiles en déclin. Il y a 10 ans, les scientifiques n'imaginaient même pas que de telles planètes puissent exister. Ces géantes gazeuses, d'une taille similaire à celle de Jupiter, orbitent bien trop près de leur étoile. Elles marchent pratiquement sur le fil du rasoir. Prenons l'exemple de l'une d'entre elles, appelée TOI 2337b. Dans moins d'1 million d'années, son orbite la précipitera dans les bras ardents de son étoile hôte. Moi, je ne serai plus là, bien sûr. Tandis que ces étoiles vivent leurs derniers jours, elles attirent leurs voisines comme des trous noirs, modifiant leurs orbites et risquant de provoquer de catastrophiques collisions. En outre, à mesure que ces planètes se rapprochent, leurs atmosphères se réchauffent, ce qui entraîne d'incroyables différences de densité. Mais l'étude de ces mondes pourrait nous fournir des informations précieuses sur l'évolution de notre système solaire. Numéro 5, une atmosphère de baryum. Voici 2 planètes extrêmement chaudes, possédant chacune une atmosphère composée de l'élément le plus lourd jamais trouvé sur une exoplanète, le baryum. Ces planètes, WASP-70b et WASP-121b, sont des géantes gazeuses, que l'on qualifie de Jupiter ultra chaud, et qui orbitent très près de leur étoile. Ces planètes sont comme des boules de feu, dont l'une des faces est orientée vers l'étoile et qui cuisent à des températures assez élevées pour vaporiser le fer et d'autres métaux. Et lorsque la vapeur de fer est balayée vers la face nocturne de la planète, elle se transforme en liquide et tombe sous la forme d'une pluie de fer. Et ces planètes nous ont réservé une petite surprise. Le baryum est un métal lourd, environ 2,5 fois plus lourd que le fer. Pourtant, les scientifiques en ont détecté dans les couches supérieures de leur atmosphère. Il s'agit là d'un véritable mystère que nous essayons encore de résoudre. Imagine-toi débarquer sur une telle planète et assister à une averse de fer et de baryum. Ce serait absolument terrifiant. Numéro 6, la planète Ballon. Prépare-toi à être époustouflé. Nous venons en effet de découvrir une planète en forme de ballon de football américain, et elle ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Voici WASP-103b, une exoplanète ultra chaude située à plus de 1000 années-lumière de la Terre. Cette géante gazeuse, très proche de son étoile, est déformée par une intense force gravitationnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'une bizarrerie amusante, c'est aussi une précieuse découverte scientifique. En étudiant les passages de la planète autour de son étoile, nous avons pu mesurer sa déformation. C'est comme si nous prenions un instantané d'une planète en mouvement, et cela nous donne des indications sur les conditions extrêmes que ces objets peuvent endurer. C'est vraiment une grande découverte. Numéro 7, une lumière zodiacale. Prêt pour une histoire de fantôme cosmique ? Des scientifiques chinois ont découvert un phénomène effrayant sur 3 exoplanètes lointaines.
Il s'agit de la lumière zodiacale. Une lueur semblable à celle qu'on voit sur Terre au coucher du soleil. Mais ce n'est pas seulement un étrange spectacle. Nous pourrions avoir là des indices sur la composition de ces mondes potentiellement habitables. Imagine que tu regardes le coucher de soleil depuis un endroit sombre de la Terre et qu'au lieu de l'obscurité, un triangle de lumière apparaisse. Voilà la lumière zodiacale. Elle est due au reflet de la lumière du soleil sur les particules de poussière du système solaire, des restes d'astéroïdes et de comètes. Les chercheurs ont analysé 47 exoplanètes potentiellement habitables et ont découvert que 3 d'entre elles, appelées Kepler 69c, Kepler 1229b et Kepler 395c, toutes des super-Terres, présentaient ce phénomène. Cette découverte pourrait beaucoup nous renseigner. Elle pourrait nous révéler des informations sur la présence d'astéroïdes et de comètes dans ces systèmes. Il serait bien difficile de les détecter autrement. C'est donc plutôt cool. Numéro 8. Une planète avec des nuages de silicate. Voici VHS 1256b. Rien à voir avec les cassettes vidéo. Il s'agit d'un monde étrange et exotique, tout empreint de mystère. Un endroit où les nuages sont faits de sable et où le ciel est toujours rouge. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une découverte réelle faite par les brillants cerveaux de la NASA. Cette exoplanète naine brune fait des vagues dans la communauté astronomique. Elle est beaucoup trop massive pour être une planète, près de 20 fois la taille de Jupiter. Mais ce n'est pas tout à fait une étoile non plus. C'est quelque chose d'intermédiaire, une énigme cosmique qui défie toute définition. Mais ce qui est vraiment extraordinaire avec VHS 1256b, c'est son atmosphère. Les scientifiques ont découvert que ce monde étrange est enveloppé d'épais nuages de grains de silicate, semblables à du sable. C'est la première fois que ce type de nuage est détecté sur une exoplanète. Et cette découverte ne manquera pas de modifier notre perception de l'univers et des possibilités de vie au-delà de notre propre monde. Et voilà, l'année 2022 a été riche en découvertes incroyables et révolutionnaires en ce qui concerne les exoplanètes. Mais ce n'est qu'un début. Nous ne pouvons qu'imaginer les autres merveilles qui nous attendent à mesure que les scientifiques et les chercheurs continuent d'explorer les vastes étendues de l'espace. Alors, continuons à étudier notre beau ciel. Qui sait quels secrets les étoiles nous réservent encore ? Bien que nous puissions nous considérer comme une civilisation avancée, après avoir réussi à observer les 8 planètes de notre système solaire et leurs 200 lunes, nous n'avons en réalité qu'une vague idée de ce qui s'y trouve. À tel point qu'il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir une planète supplémentaire dans notre système solaire. Les scientifiques l'appellent planète X ou planète 9. Ce monde non découvert pourrait être caché bien au-delà de Neptune. Les astéroïdes et les planètes naines de cette zone ont des orbites modifiées étrangement inexpliquées. Et la planète X pourrait en être la raison. Les légendes autour de cette mystérieuse planète ont commencé il y a plus de 100 ans avec un passionné de l'espace appelé Percival Lowell. En plus d'avoir une moustache impressionnante, il était aussi très riche. Il a utilisé sa fortune pour construire un observatoire en Arizona qu'il a ensuite consacré à l'étude des mouvements étranges d'Uranus et de Neptune. Leurs forces gravitationnelles sont plus lentes que celles de toutes les autres planètes de notre système solaire, presque comme s'il y avait un objet géant caché qui les tirait hors de leur trajectoire. En 1906, Lowell a théorisé qu'il pourrait y avoir une autre planète au-delà de Neptune. Elle serait probablement à l'origine de ces étranges phénomènes cosmiques. L'homme a appelé ce potentiel corps céleste la planète X. En 1930, Pluton a été découverte par Clyde Tombaugh dans l'observatoire de Lowell. Il semblait enfin que les gens avaient une explication pour les modèles orbitaux étranges. L'équipe de Lowell était sur un nuage après la découverte, mais leurs célébrations ont été de courte durée. Ils ont vite découvert que Pluton était bien trop petite pour avoir un tel effet sur les planètes environnantes, et elle était aussi trop éloignée d'elles. Il a donc fallu se remettre au travail. La planète X, si elle existe, ferait 10 fois la taille de la Terre et 4 fois son rayon. Il faudrait au moins 10 000 ans à une telle planète pour faire le tour du Soleil, et elle orbiterait à une distance entre 300 et 600 fois plus grande que celle qui sépare notre planète natale de son astre. Cela représente 600 unités astronomiques depuis le centre du système solaire, sachant qu'une unité astronomique est égale à la distance entre la Terre et le Soleil. Si cela semble très éloigné, ce n'est pas le cas. La distance entre les corps célestes est généralement mesurée en années-lumière. Or, une unité astronomique est une unité de mesure beaucoup plus petite.
Pour remettre les choses en perspective, l'objet le plus éloigné détecté depuis la Terre est la galaxie GN-Z11. Joli nom, n'est-ce pas? Elle se trouve à une distance stupéfiante de 32 milliards d'années-lumière. Malgré cela, nos télescopes peuvent encore la repérer, et une seule année-lumière équivaut à 63 241 unités astronomiques. Alors si notre technologie peut détecter une galaxie aussi lointaine, comment se fait-il que nous n'ayons pas réussi à découvrir la planète X? Eh bien, c'est probablement dû au fait qu'elle pourrait ne pas exister du tout. La théorie de la planète X a été largement discréditée en 1989. On a découvert que les mystérieuses forces gravitationnelles de Neptune étaient un leurre depuis le début. Les scientifiques s'étaient massivement trompés sur la taille réelle de Neptune. La sonde Voyager 2 a visité la planète et a découvert sa taille réelle. Cette nouvelle information explique les étranges forces gravitationnelles, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas causées par la soi-disant planète X. Mais notre enquête ne s'arrête pas là, car l'hypothétique 9e planète est réapparue il y a environ 10 ans. Si les preuves qui sous-tendent la théorie de Lowell étaient fausses, sa croyance en la planète X n'était peut-être pas sans fondement. En 2015, les astronomes Michael Brown et Konstantin Batygin ont découvert qu'il y avait bel et bien des forces gravitationnelles inexpliquées au-delà de Neptune. Des satellites orbitent perpendiculairement autour des planètes, ce qui n'arrive nulle part ailleurs dans notre système solaire. Il y a aussi des groupes d'astéroïdes qui se déplacent de manière très spéciale. Si spéciale qu'il est pratiquement impossible que ce soit aléatoire. Encore plus étrange, il y a des satellites qui voyagent dans une direction complètement opposée à celle du Soleil, contrairement à la plupart des autres objets dans le système solaire. Un planétoïde appelé Sedna semble également être tiré vers quelque chose, ainsi que 6 autres qui vont tous dans la même direction. Brown et Batygin ne sont d'ailleurs pas des observateurs d'étoiles lambda, ce sont tous deux des scientifiques très respectés, au fait de leur carrière. Konstantin Batygin a été désigné par le magazine Forbes comme l'un des 30 scientifiques qui changent le monde, et Mike Brown est l'homme qui a donné à Pluton le statut de planète naine. Cela signifie que lorsque ces messieurs disent quelque chose, c'est généralement assez sérieux, et on devrait probablement les écouter. Mais la seule façon de prouver irréfutablement que la planète X existe est de la trouver réellement, et cela s'avère assez difficile. Pour localiser la planète, il faudrait utiliser une méthode appelée photométrie de transit. En gros, il s'agit de surveiller tout un groupe d'étoiles pendant une longue période et de rechercher les creux dans la lumière qu'elles émettent. Ces creux seraient probablement causés par une planète qui ferait obstacle à la lumière. Et hop, l'existence de la planète X pourrait être prouvée. Mais pour que cette méthode fonctionne, la Terre, la nouvelle planète et le Soleil doivent tous être parfaitement alignés. Or, ces circonstances sont plutôt rares, et si elles ne se réalisent pas, le creux de lumière ne se produira pas. De plus, cette méthode ne fonctionnerait vraiment qu'avec les planètes qui sont plus proches du Soleil que notre Terre, c'est-à-dire Vénus et Mercure. Pour tout ce qui est au-delà de la Terre, cette technique est quasiment inutile. Une autre technique que nous pourrions utiliser consiste à trouver la planète potentielle grâce à un bon vieux télescope. Mais comme tu peux l'imaginer, c'est incroyablement approximatif. L'objet le plus éloigné que nous ayons trouvé dans notre système solaire est un planétoïde nommé à juste titre Far Far Out. Mais il n'est qu'à 140 unités astronomiques du Soleil, soit seulement un quart de la distance à la supposée planète X. Nous ne pouvons voir un objet que grâce à sa luminosité. Le Soleil est très visible pour nous car il émet d'énormes quantités de lumière. Et nous pouvons voir la Lune car elle reflète la lumière du Soleil. Techniquement, la Lune n'est pas censée paraître plus brillante que tout le reste dans le ciel nocturne. Ce n'est le cas que parce que nous sommes plus proches d'elle. Plus un objet est éloigné, moins il nous semble lumineux. Le principal problème pour voir la théorique planète X est que tous les objets de notre système solaire tirent leur lumière du Soleil. Ils reflètent la lumière du Soleil, ce qui nous permet de les voir. Étant donné la distance qui sépare la planète X du Soleil, il est presque impossible de la voir. Et à cause de sa lumière vraiment faible, pour la voir, il faudrait des conditions météorologiques parfaites, ainsi qu'un télescope extrêmement puissant. Mais Brown et Batygin l'ont trouvé. Le télescope Subaru est situé au sommet d'un volcan dormant à Hawaï. Il est énorme et capable de capturer la lumière la plus faible des objets spatiaux lointains. Le problème est que nous devons trouver où le pointer. Sans savoir où se trouve réellement la planète X, cela revient à trouver une aiguille dans une botte de foin.
De plus, il n'y a qu'environ 3 nuits par an où les conditions sont suffisamment claires pour voir l'hypothétique planète X. C'est difficile, mais pas impossible. Et pourtant, la plupart des astronomes ont décrété que la planète X n'existait pas, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un mythe. L'explication la plus répandue pour les étranges forces gravitationnelles est qu'il y a un minuscule trou noir dans notre système solaire qui attire les planètes vers lui. Mais ne t'inquiète pas, ils affirment qu'il n'est pas assez gros pour avaler une planète, donc tout va bien pour l'instant. Le problème avec la théorie du trou noir, c'est qu'une fois de plus, il est presque impossible de le trouver. Alors que sa masse pourrait être aussi importante que celle de la planète X, le trou lui-même serait réduit à la taille d'une orange. Les télescopes ne seraient alors d'aucune utilité. Pour le trouver, il faudrait détecter les rayons gamma émis par les objets lorsqu'ils tombent dans le trou noir. Une autre façon de le trouver serait de lâcher des centaines de minuscules vaisseaux spatiaux. Ils passeraient assez près du trou hypothétique. Et lorsqu'ils seraient attirés vers lui, nous pourrions probablement le détecter. Mais n'écartons pas la théorie de Brown et Batygin. Elle est encore documentée par la NASA à ce jour. Et jusqu'à ce que nous trouvions des preuves solides pour réfuter son existence, la planète X se trouve peut-être encore là. On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin ? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale. D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie ? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats, devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées.
Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler ? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté ? Et qu'elle avait aussi des anneaux ? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie. Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ moins 11 degrés Celsius. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. Nous voyageons dans l'espace à la vitesse de la lumière. Le trajet de la Terre au Soleil à cette vitesse ne prendra que 8 minutes.
mais il nous faudra environ 35 ans pour atteindre notre destination. Ce qui est, soit dit en passant, encore très rapide. En comparaison, une fusée classique mettrait environ 600 000 ans pour faire le trajet. Et nous voilà arrivés. C'est un système stellaire étrangement très similaire au nôtre. Et nos scientifiques soupçonnent que la vie pourrait exister ici, tout comme sur Terre. Une naine rouge, qui fait 30% de la taille et du poids du Soleil, se trouve au cœur de ce système stellaire. Mais ce sont les planètes en orbite autour de l'étoile qui nous intéressent ici. La première d'entre elles est L9859b. Sa taille la situe quelque part entre la Terre et Mars, mais elle est très légère. Elle fait seulement la moitié de la masse de Vénus. Toutefois, la vie est impossible sur cette planète rocheuse. Elle est trop proche de l'étoile et elle est si chaude que tu brûlerais ton gâteau si tu essayais de le faire cuire à sa surface. Elle fait environ 100 degrés de plus que la température maximale de ton four. Cette planète fait un tour complet autour de son étoile en seulement 2 jours, contre 365 pour la Terre. Et elle reçoit 22 fois plus d'énergie de son Soleil que nous en recevons du nôtre. Il n'y fait donc pas seulement chaud, il y a aussi énormément de radiations dangereuses. La planète suivante se trouve à 4,6 millions de kilomètres de son étoile hôte. C'est 13 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Et elle accomplit une révolution complète autour de son étoile en 3,7 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette planète est 30% plus grosse que la Terre et 2 fois plus lourde. Elle appartient donc à la classe des planètes dites super-Terre. Ces planètes peuvent être riches en glace d'eau, en méthane et en hydrogène. Ce sont certains des éléments nécessaires à la vie. De nombreux scientifiques pensent que c'est sur de telles planètes que des civilisations extraterrestres pourraient vivre. Mais en raison de son grand poids, cette planète a une grande force gravitationnelle. Il se peut donc que ces civilisations soient dans l'impossibilité de s'envoler dans l'espace, car il est plus difficile d'échapper à la force d'une super-Terre. Cependant, son environnement n'est pas propice à la vie, car elle est encore trop proche de son étoile hôte. Tout comme dans notre système solaire, les 2 planètes les plus proches sont trop chaudes, mais la 3e planète semble plus prometteuse. L9859d. Elle est presque 2 fois plus lourde que la Terre et 50% plus grosse. Les scientifiques ont calculé qu'environ un tiers de sa masse pourrait être composée d'eau. À titre de comparaison, l'eau sur Terre ne représente que 0,02% de sa masse totale. La présence d'eau est la principale condition pour que la vie apparaisse quelque part. Mais nous ignorons où cette eau se trouve. Il se peut qu'elle soit à la surface, mais les températures élevées peuvent transformer les grands océans en de gigantesques nuages de vapeur. L'eau pourrait aussi se trouver en dessous de la surface, dans les couches souterraines. Nous ne pouvons pas encore le savoir avec certitude. Passons donc à la planète suivante de ce système stellaire. Cette planète, récemment découverte, fait partie de la classe des super-Vénus. L9859e. C'est une planète rocheuse qui fait 3 fois la taille de la Terre. La classe super-Vénus signifie que la planète est assez lourde pour avoir une atmosphère. Mais les conditions qui y règnent ressemblent à celles que l'on trouverait dans une serre. Différents gaz y remplissent l'atmosphère. Les rayons solaires traversent ces gaz jusqu'à la surface de la planète, où ils se reflètent et repartent vers le haut. Mais la densité des différents gaz ne les laisse plus quitter l'atmosphère. La planète devient donc de plus en plus chaude, c'est l'effet de serre que nous essayons si fort d'éviter sur Terre. En plus de cela, le vent stellaire entraîne la vapeur d'eau et d'autres éléments des couches supérieures de l'atmosphère dans l'espace. La vie ne peut pas exister sur une telle planète, et elle ne pourrait jamais y apparaître. Tout comme sur Vénus, la sœur jumelle de la Terre. Jusqu'à présent, toutes les planètes que nous avons examinées sont en dehors de la zone habitable de l'étoile hôte. Cette zone se trouve à une distance parfaite de l'étoile, pas trop près pour que la planète ne soit pas trop chaude et que l'eau ne s'évapore pas instantanément, et pas trop loin pour que la planète ne ressemble pas à un désert glacial. Les planètes B, C, D et E sont trop proches de l'étoile hôte. Mais il y a une autre planète hypothétique dans ce système stellaire située juste dans cette zone. Cette potentielle super-Terre serait 2,5 fois plus lourde que notre planète à nous. Nous avons donc l'espoir qu'il s'agisse d'un monde rocheux, tout comme les autres planètes de ce système stellaire. Le poids de la planète F est suffisant pour qu'elle possède une atmosphère dense, et la température à sa surface devrait permettre la présence d'eau sous forme liquide. La planète fait un tour complet autour de son étoile hôte en 23 jours, ce qui signifie littéralement que c'est le nouvel an toutes les 3 semaines. Il est cependant peu probable qu'il y ait là-bas une civilisation qui le célèbre. En effet, l'existence même de cette planète est très incertaine, et nous n'en avons pas encore eu de preuves directes. Toutes les autres planètes ont été découvertes par la méthode du transit. C'est lorsque nous pointons nos télescopes directement sur une étoile et que nous observons ces changements de luminosité.
Lorsqu'il y a une légère baisse de la luminosité de l'étoile, c'est qu'une planète est passée entre nous et celle-ci, comme ce point-ci. Nous disposons alors d'un court laps de temps pendant lequel la planète se trouve devant l'étoile pour déterminer sa taille et sa vitesse. Il nous arrive parfois d'observer de tels transits de Mercure et de Vénus sur le disque solaire. Et il y a au moins 29 planètes potentiellement habitables dans l'espace lointain qui pourraient observer notre Terre de la même façon. Environ 1715 étoiles, dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière, sont parfaitement situées pour cela. Chaque étoile a des planètes autour d'elle, mais seules 29 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. Il pourrait donc vraiment y avoir de la vie et une civilisation extraterrestre intelligente là-bas. Si c'est le cas, ils pourraient pointer leur télescope vers le Soleil et voir un petit point traverser son disque. Et cela pourrait faire 5000 ans au moins qu'ils font ces observations. Ils pourraient donc savoir comment notre civilisation est née et comment nous avons évolué. De plus, ces planètes sont suffisamment proches pour capter nos signaux radio et même nos émissions de télévision. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Les signaux radio voyagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Nous maîtrisons cette technologie depuis environ 100 ans. Donc, s'il y a vraiment une civilisation quelque part dans l'espace, nous capterions aussi leur signal. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Nous n'avons donc aucune preuve de l'existence de la vie sur ces planètes. La découverte d'un système stellaire comme L9859 est très importante pour nous, car nous sommes toujours à la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Et les planètes de classe Super-Terre sont encore mieux adaptées à l'origine de la vie que la planète Terre elle-même. De telles planètes sont parfois appelées superhabitables. Certains scientifiques pensent donc que la Terre est un bon endroit pour la vie, mais pas le meilleur. Une planète superhabitable devrait être 30% plus grande que la Terre et 2 fois plus lourde. En raison de cela, sa gravité serait supérieure, son atmosphère plus dense et sa concentration d'oxygène plus élevée. Ainsi, sa température atteindrait une moyenne idéale de 25 degrés Celsius. La végétation pourrait s'y développer. De plus, une gravité plus forte rendrait la surface de la planète plus plane. Il pourrait donc y avoir plus d'océans que sur Terre, et la vie aquatique y serait beaucoup plus diversifiée. L'étoile haute joue aussi un rôle très important. Elle doit être plus petite que le Soleil. Plus l'étoile est grosse, plus elle brûle de son combustible. Cela signifie que la durée de vie d'une grosse étoile est relativement courte. Par exemple, la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années, mais une naine rouge peut vivre jusqu'à 30 milliards d'années. Plus de temps, plus d'opportunités pour que la vie apparaisse et évolue. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 24 de ces planètes. Mais cela ne signifie toujours pas qu'il y a vraiment de la vie à leur surface. Mais certains savants pensent qu'il y aurait déjà au moins 36 civilisations avancées dans notre galaxie, en plus de celles de la Terre. Ils ont cherché des mondes similaires sur la carte des étoiles. D'abord, nous trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil parmi environ 100 milliards d'étoiles dans toute la galaxie. Ensuite, nous choisissons parmi elles celles qui sont riches en fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite et aident les planètes qui les entourent à acquérir un noyau ferreux et à devenir semblables à la Terre. Maintenant, nous choisissons des étoiles relativement jeunes parmi elles, parce que lorsqu'elles vieillissent, elles se dilatent et absorbent les planètes qui les entourent, ou elles les brûlent tout simplement. Une dernière chose, trouvons dans ce groupe les planètes qui se situent dans la zone habitable de l'étoile. Et voilà, 36 mondes sont peut-être habités par une civilisation inconnue. Mais nous n'en serons sûrs que lorsque nous entrerons en contact avec eux. Le sol tremble et tu entends un fort craquement. Oh non, le dôme est en train de céder. Tout le monde court vers sa capsule de sauvetage pour évacuer. Les gens se poussent et se bousculent. L'atmosphère du dôme, semblable à la Terre, va être compromise et tu seras exposé aux éléments raréfiés de la surface de Mars. Tout le monde se précipite pour mettre son casque. La fissure s'agrandit de seconde en seconde et les gens paniquent, essayant de monter dans les navettes de secours aussi vite que possible. Dans le chaos, ils se retrouvent tous entassés dans les mauvais vaisseaux et il n'y a plus de place pour toi. Les lumières d'avertissement rouges commencent à clignoter dans le dôme et une voix retentit, disant à tout le monde de mettre leur casque. L'atmosphère martienne n'est plus qu'à quelques minutes et les humains ne pourront tout simplement pas respirer. C'est bien ta chance, tu venais juste d'arriver sur Mars. Alors que les vaisseaux s'éloignent, tu te demandes ce que tu dois faire. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Soudain, un robot guide arrive derrière toi et tu entends un faible bruit provenant de ses haut-parleurs. Il dit « Personne ne peut vous entendre car l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre. Elle contient également beaucoup de dioxyde de carbone qui absorbe les ondes sonores. Même si un concert bruyant avait lieu à seulement 9 mètres de nous, on aurait l'impression qu'il se déroule à des kilomètres. Avez-vous besoin d'assistance ?» Tu
Tu lui demandes de l'aide et il te montre un plan en 3D de tout le dôme. Tu peux voir quelques autres dépôts de navettes, alors tu décides de t'y rendre. Malheureusement, tu vas devoir aller de l'autre côté du dôme pour atteindre une autre station. Au moment où tu commences à paniquer et à te demander comment réussir à t'y rendre, le robot se transforme en bicyclette et te dit d'y monter. Tu montes dessus et tu te balades dans la ville, en regardant tous les bâtiments et les rues vides. La fissure devient de plus en plus grande et de minuscules morceaux du dôme commencent à tomber d'en haut comme de la neige. Lorsque tu arrives à l'autre station, les dernières personnes sont en train d'embarquer dans l'unique navette. Tu leur cours après, essayant désespérément d'attirer leur attention. Mais quand tu fais retentir la sonnette de ton vélo, elle ne fait presque pas de bruit. Leur vaisseau s'éloigne avant qu'ils ne puissent te remarquer. Tu demandes pourquoi les sons ne fonctionnent pas et le robot t'explique qu'on peut à peine entendre des bruits aigus sur Mars. Le dioxyde de carbone rend les bruits aigus, comme les cloches et les gazouillis d'oiseaux, presque impossibles à entendre. Si seulement tu étais encore sur Terre, il t'aurait peut-être remarqué. Le robot te dit qu'il y a une dernière chance de s'échapper. Il se transforme en un minuscule vaisseau spatial. Tu montes dedans et il s'envole par la fissure du dôme dans l'espace. Il va si vite que tu devrais rapidement être de retour sur Terre. Au moment où tu commences à te détendre et à apprécier les vues de l'espace, tu vois une lumière rouge clignoter sur le robot. Tu lui demandes ce qui ne va pas, mais tu n'obtiens aucune réponse. Soudain, tu réalises que tu ne peux rien entendre dans l'espace. Le son se propage par ondes, et il a besoin de quelque chose pour se déplacer, comme l'air ou l'eau. L'espace est un endroit sans air, et tu n'entends donc aucun son. Le vaisseau spatial change soudainement de direction et s'éloigne de la Terre. Tu essaies de diriger le robot dans la bonne direction, mais tu ne sais pas comment attirer son attention. Le vaisseau fait un vol jusqu'à Vénus. À mesure que tu te rapproches, les turbulences se font sentir. Les vents de Vénus sont plus rapides que n'importe quelle tornade sur Terre. Tu ne cesses de dériver en essayant de trouver un espace sûr pour atterrir. Le robot parvient à garder un cap stable, malgré le vent qui le projette dans tous les sens. Tu peux déjà sentir la chaleur à travers toutes les couches. Finalement, le robot repère une petite grotte au loin et tente de s'y poser. Dès que le robot touche le sol, il se transforme en une combinaison spatiale que tu peux porter pour être en sécurité dans cet environnement extrême. Les prévisions sont aujourd'hui sur Vénus, canicule, des températures extrêmes toute la journée et toute la nuit. Attends-toi à des nuages d'acide sulfurique et à des vents violents. L'atmosphère est principalement composée de dioxyde de carbone, tu peux donc t'attendre à ce que ta voix soit plus grave à cause de la densité de l'atmosphère de la planète. C'est seulement la deuxième planète la plus proche du Soleil, mais c'est en fait la plus chaude. Son atmosphère piège la chaleur du Soleil et la garde autour de la planète. Il fait tellement chaud sur Vénus que ça pourrait faire fondre du plomb. Si tu passais par là avec un vaisseau spatial, tout serait chauffé à blanc en quelques minutes. Heureusement, tu as cette armure de robot indestructible. Tu essaies de demander au robot comment rentrer et ta voix semble étrange. Tes cordes vocales vibrent plus lentement ici que sur Terre, ce qui rend le ton plus grave. Mais en même temps, la vitesse du son sur Vénus est beaucoup plus élevée, ce qui rend la voix plus grinçante. Ensuite, la forte teneur en dioxyde de carbone de l'air crée un effet bizarre qui fait croire à ton cerveau que la source sonore est petite. En gros, tu as la voix d'un canard de dessin animé. Tu regardes à l'horizon et tu vois de nombreuses collines et montagnes éparpillées dans la plaine. Mais le robot te dit que beaucoup d'entre elles sont des volcans. Vénus a en fait plus de volcans que toute autre planète du système solaire. Les scientifiques en ont découvert plus de 1600 uniquement à sa surface. Ce qui pourrait signifier qu'il en reste encore plus à découvrir. Ouais, peut-être que rester ici toute la journée n'est pas une bonne idée, et pas seulement à cause de la chaleur. Un seul jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. En fait, un jour sur Vénus est plus long qu'une année, car il ne lui faut que 225 jours pour effectuer une rotation complète autour du Soleil. Il est difficile de se comprendre, mais tu finiras par y arriver. Le robot te dit qu'il s'est perdu, et que tu seras de retour sur Terre en un rien de temps. En te baladant dans la grotte, tu réalises que tu es en fait à l'intérieur d'un volcan. Tu dis au robot de se dépêcher et de te ramener chez toi avant qu'il n'entre en éruption. Mais il n'est manifestement pas très doué pour la navigation dans l'espace, car tu ne tardes pas à te retrouver ailleurs. Tu es maintenant sur Titan, la plus grande lune de Saturne. Cette lune est si grande qu'elle est même plus grande que Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Le vaisseau arrive dans l'atmosphère qui ressemble et se comporte comme celle de la Terre. La seule différence notable est la brume orangée qui flotte dans l'air et qui rend la visibilité beaucoup plus difficile. À mesure que tu descends vers la Lune,
Le robot détecte des signes de cyanure gazeux sur toute la surface et des nuages dufteux composés de méthane glacé. Tu te poses sur un point pas trop accidenté et tu t'efforces de faire en sorte que le robot te ramène au bon endroit. Au moins cette fois, tu ne transpires pas. Le robot se transforme à nouveau et commence à examiner les environs. L'atmosphère est environ 60% plus épaisse que sur Terre. En marchant, on a l'impression de patauger dans du sirop d'érable. La teneur en azote de l'air est très élevée, si bien que les sons sont étonnamment similaires à ceux que l'on entend sur Terre. Tu dis au robot que tu as vraiment envie de rentrer chez toi, mais c'est un cri fort et rauque que tu entends. C'est parce que Titan contient plus d'azote que la Terre et que le son voyage un peu plus lentement. Heureusement, vous pouvez toujours vous comprendre ici. Le robot te dit qu'il doit absorber un peu plus d'énergie de ses panneaux solaires avant de décoller. Alors tu regardes autour de toi. Cette lune est l'une des seules choses dans le système solaire qui possède des masses liquides stables, comme des rivières, des lacs et des mers sur sa surface. Tu peux maintenant comprendre pourquoi le robot s'est perdu, étant donné la ressemblance de Titan avec la Terre. Titan a même des cycles liquides, avec de la pluie, de l'évaporation et de la condensation. En revanche, ce n'est pas de l'eau comme sur Terre. Le liquide principal ici est le méthane. Les scientifiques pensent qu'il peut y avoir une activité volcanique, mais au lieu de la lave en fusion, c'est de l'eau qui s'échappe. D'autres planètes comme Mars ont de la glace sur les sommets de leurs montagnes et des traces d'eau sous la surface. Mais rien n'est aussi proche de la Terre que Titan. Certains scientifiques pensent que cette lune pourrait être notre prochaine maison dans des milliards d'années. La température du Soleil augmentera d'ici là, rendant l'atmosphère de la Terre inhabitable. Les températures fraîches de Titan seront suffisantes pour créer des océans stables et permettre la vie. Le robot récupère finalement assez d'électricité pour s'envoler et tu peux rentrer chez toi. Ça sera sympa d'avoir une conversation normale où ta voix ne ressemblera pas à celle d'un dessin animé grotesque. Youhou! On a voyagé loin jusqu'au noyau de la Terre et dans l'espace. Mais si l'on pouvait combiner ces aventures et découvrir ce qui se cache dans les entrailles des autres planètes et lunes du système solaire. Avec l'aide de cette hyperforeuse interstellaire, nous pouvons y parvenir, du moins en partie. Les coordonnées sont entrées, tous les systèmes sont prêts, et notre première destination est... la Lune. Notre Lune en fait. Nous atterrissons sur sa surface grise et désolée, sous un ciel noir. Pas de bleu ici, car il y a très peu d'atmosphère pour disperser la lumière. La foreuse se met en marche, et nous traversons d'abord la couche externe de la Lune, la croûte, comme sur Terre. Comme nous sommes sur la face ensoleillée, l'épaisseur de cette couche n'est que de 70 km. Mais si nous nous posions sur la face cachée, elle serait plus de 2 fois plus épaisse. La Lune est un corps rocheux, sa croûte est donc en grande partie constituée de silicium, de fer, d'aluminium, de calcium, d'oxygène et de magnésium, avec des quantités beaucoup plus faibles d'autres éléments. Plus bas, on trouve le manteau, et c'est un voyage long et fastidieux. Cette couche a une épaisseur d'environ 1400 km. Elle se réchauffe au fur et à mesure que l'on s'enfonce et on y trouve des minéraux composites, le pyroxène et l'olivine. Ils sont composés de fer, de silicium, d'oxygène et de magnésium dans des proportions différentes. Puis on traverse les couches dures et on entre dans le noyau externe semi-fondu. Un autre voyage d'environ 150 km nous attend à travers ce marécage brûlant et on plonge dans l'océan de fer du noyau liquide. Il fait près de 100 km d'épaisseur et le métal en fusion menace de nous vaporiser à tout instant. Mais cette foreuse a été conçue pour supporter des assauts impitoyables. Et puis soudain, on s'arrête. Dans les parties les plus profondes de la Lune, il y a un noyau de fer solide qui a une épaisseur de 240 km. On pourrait forer à travers, mais ce ne sera pas nécessaire. Alors on y place juste le drapeau, puis on passe à la planète suivante sur notre liste de forage. Et il s'agit de Mercure. Il faisait déjà chaud à l'intérieur de la Lune, mais à la surface de la plus petite planète du système, ça l'est encore plus. C'est parce qu'elle est si proche du Soleil, bien sûr. Très bien, forons. Mercure possède une coquille externe assez épaisse, qui est à la fois sa croûte et son manteau, et qui s'étend sur environ 400 km de profondeur. Ce n'est pas le voyage le plus fascinant, elle ressemble à la Terre dans plusieurs aspects. Mais ensuite, la foreuse s'arrête et s'enfonce dans une paroi métallique solide. Il s'agit du noyau de Mercure qui a un diamètre de plus de 4000 km. Il occupe 85% du diamètre total de la planète. Inutile d'essayer de forer à travers celui-ci, il est entièrement métallique et extrêmement dense. Passons à la planète suivante, et nous voici sur Mars à présent. Oh, regarde, c'est le coucher du soleil ici, et le soleil rend le ciel d'un bleu brumeux.
Mais tu connais la procédure. Je veux dire, on est ici pour forer et c'est ce qu'on va faire. La croûte de Mars est assez fine comparée à celle de la Terre, seulement 10 à 50 km de profondeur. Mais sa composition est sensiblement la même. Fer, aluminium, calcium, potassium et magnésium. C'est l'une des raisons pour lesquelles les humains cherchent à coloniser un jour la planète rouge. Elle est très semblable à la nôtre. Nous avons très vite percé la première couche et la seconde, le manteau, se trouve maintenant devant nous. C'est une couche dure et rocheuse d'une épaisseur d'environ 3000 km. En raison de sa taille, Mars n'est plus actif sismiquement. Il n'y a tout simplement pas de magma en ébullition sous la surface de la planète, ce qui la rend silencieuse et paisible. C'est un long travail de forage, mais nous nous arrêtons finalement de manière brutale en nous heurtant au noyau, une boule de fer, de nickel et de soufre d'un diamètre de 3200 à 4200 km. Ce noyau est plus gros que celui de Mercure, mais la planète elle-même est plus grosse aussi, donc ça se comprend. Ok, notre prochain arrêt est encore plus intéressant car il s'agit de Jupiter. Cette géante gazeuse a une masse 2 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes du système solaire réunies. Et nous avons atterri en plein milieu d'un océan. L'océan, si j'ose dire, est le plus grand de tout le système et il est fait d'hydrogène liquide. La foreuse passe sans problème à travers la surface de la planète puisqu'il n'y a pas de roche ou de métal dur ici, seulement du gaz et du liquide. Mais les secousses, aïe aïe aïe, la pression sur cette planète est plus qu'énorme, elle est inimaginable. La foreuse est à peine capable de la supporter et plus elle s'enfonce, plus la pression augmente aussi. Nous avons atteint le noyau de Jupiter et ces conditions sont presque insoutenables. La température ici est d'environ 50 000 degrés Celsius. Et le noyau lui-même n'est pas solide mais liquide, maintenu par l'immense pression de tous les côtés. La foreuse commence à vibrer de façon inquiétante. Mauvais signe. Vite, on sort d'ici avant qu'elle ne se brise. Ouf, pas de vent, pas de pression, pas de chaleur. Tout autour de nous n'est qu'un vaste désert glacé, sillonné de crêtes et de bandes rougeâtres. C'est Europe, une des lunes les plus prometteuses de Jupiter. Pendant que nous forons à travers la glace, laisse-moi t'expliquer. Europe est l'une des candidates les plus probables pour abriter une vie extraterrestre dans le système solaire. Et elle peut être trouvée juste en dessous de la coquille de glace à travers laquelle nous sommes en train de creuser. Elle n'a qu'une épaisseur de 15 à 25 km, alors qu'en dessous se trouve un énorme océan d'eau salée, 2 fois plus grand que tous les océans de la Terre réunis. Le point le plus profond de la Terre est le Challenger Deep, et il se trouve à un peu plus de 10 km de profondeur. L'océan d'Europe, quant à lui, peut atteindre jusqu'à 160 km de profondeur. Qui sait ce qui peut se cacher dans cette mer si sombre et si profonde ? Quoi qu'il en soit, on traverse rapidement cette eau et on atteint finalement le fond de l'océan. Le manteau commence ici et il est fait de roches, tout comme sur Terre. Et à peine plus profond, on trouve le noyau métallique de ce satellite. Europe est un peu plus petite que la Lune de la Terre. Il n'est donc pas très surprenant d'atteindre son centre assez rapidement. Ok, on continue et on va plus loin. Oh, je préfère qu'on fore aussi vite que possible. Regarde autour de toi, ça brûle ici. Nous sommes bien sur Io, une autre lune de Jupiter, et le monde le plus volcaniquement actif du système solaire. Regarde, ce volcan fait 2 fois la taille du mont Everest, et il est en train d'entrer en éruption. Heureusement, nous sommes déjà sous la surface d'Io, mais ça ne veut pas dire que nous sommes en sécurité pour autant. Tout est en fusion ici aussi, et principalement de couleur jaune et brunâtre à cause des énormes quantités de soufre. La puanteur doit être horrible. Bref, la caractéristique la plus particulière est que tout est toujours en mouvement sur Io, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Jupiter et ses autres lunes génèrent d'énormes forces de marée, faisant gonfler la surface d'Io de plus de 100 mètres de haut en bas, comme les plus grands tsunamis sur Terre. Sauf qu'ici, ce n'est pas de l'eau, mais de la roche. Plus on s'enfonce, plus ça se calme, jusqu'à ce que l'on arrive au noyau de fer. C'est toujours chaud ici, mais au moins, il n'y a pas de tremblement et de gonflement comme au-dessus. Mettons un autre drapeau et allons au prochain point. Et ce serait bien Saturne, la 2e plus grande planète du système solaire et la plus connue pour ses anneaux spectaculaires. Pas la seule à en avoir d'ailleurs, mais nous y reviendrons. Maintenant, comme tu l'as sûrement remarqué, notre foreuse tombe simplement à travers l'hydrogène et l'hélium gazeux qui constituent la majeure partie de la surface et de l'atmosphère de la planète. Pas besoin de travailler ici, il suffit d'attendre et d'espérer que l'immense pression ne réduira pas notre foreuse en un tas de ferraille. Enfin, la pression est devenue si énorme qu'on se retrouve dans l'hydrogène liquide. Et là, on commence à plonger.
Bientôt, on va atteindre le noyau solide de Saturne. Ah, nous y sommes. Il est fait de fer et de nickel et est en fait assez petit comparé au reste de la planète. Bien, une dernière destination nous attend, alors allons-y. Et nous voilà, Neptune. La foreuse déploie immédiatement des ancres car les vents sont ici extrêmement puissants. Ils atteignent des vitesses 5 fois supérieures à celles des ouragans les plus dévastateurs sur Terre. Neptune est recouverte d'une assez fine couche d'hydrogène et d'hélium, tout comme Saturne ou Jupiter. Mais en dessous, il y a bien plus que cela. Il fait chaud, il y a du vent et on se sent très seul ici, à la périphérie du système solaire. Alors, autant creuser. Sous les gaz, on trouve tout à coup une masse chaude et bouillonnante d'eau, de méthane et d'ammoniac. Ouf, ces substances sont chaudes même si Neptune est appelée une géante de glace. Ce nom vient de son noyau. Au plus profond, là où nous nous dirigeons rapidement en ce moment même, une petite boule de roche et de glace trône toute seule. Et malgré les températures ardentes du dessus, la glace en dessous reste toujours froide. Lorsque les planètes explosent, ça peut chauffer très fort. Les atmosphères sont balayées, les morceaux de roche volent en éclats, tout est pulvérisé. L'espace autour devient plus brillant qu'une douzaine de soleils. Tu fermes les yeux et tu te couvres les oreilles. Tes cheveux se hérissent. La puissance brute d'une explosion cosmique est terrifiante. Quelque temps avant l'explosion, tu es en vol stationnaire dans une obscurité presque totale. En dessous, tu vois la Lune, ou ce que tu crois ressembler à la Lune. La surface de cette sphère de couleur claire est parsemée de cratères laissés par des météorites. Tu vois d'énormes collines escarpées qui s'étendent sur des kilomètres. En fait, il s'agit de Mercure, et tu t'apprêtes à la faire exploser. Comme au ralenti, tu regardes la planète voler en éclats, et puis en un clin d'œil, tu vois un mur de débris se rapprocher de toi. D'abord des fragments de roches géants, c'est tout ce qui reste de la croûte solide et du manteau rocheux de la planète. Puis l'aspect et la structure des débris qui volent dans ta direction changent. Maintenant, ces choses ont l'air liquides, comme des éclaboussures de vif argent. C'est le noyau métallique de Mercure qui éclate. Il occupait 85% du volume de la planète. Et enfin, c'est à nouveau un feu d'artifice de morceaux solides. C'est le noyau solide de la planète. L'explosion est si puissante qu'elle envoie la Terre sur une autre orbite. Le Soleil a un hoquet et avale un énorme nuage de poussière. C'est tout ce que Mercure a laissé derrière elle. Mais ne t'inquiète pas, notre système solaire ne perdra pas de planète aussi facilement. Toute cette histoire d'explosion n'est qu'une expérience temporaire. Une fois que tu as fini de regarder le spectacle, tu appuies sur un autre bouton. Et la planète se reconstitue comme si tu avais rembobiné. Tu t'approches de la prochaine planète sur ton chemin. Sa surface se cache sous une atmosphère très dense composée de dioxyde de carbone. Si tu décidais d'atterrir sur Vénus, tu verrais passer d'épais nuages d'acide sulfurique. Tu verrais la surface de la planète d'un brun rougeâtre, sèche et incroyablement chaude. Tu marcherais probablement sur des plaines plates et lisses, couvrant 2/3 de la surface de la planète. Et tu resterais bouche bée devant les 1600 volcans qui parsèment Vénus. Malheureusement, tu ne pourras pas faire tout ça car tu appuies sur le bouton. Boum! D'énormes morceaux de basalte sont projetés depuis le centre de l'explosion. C'était la croûte de la planète, épaisse de 19 km. Puis, tu aperçois des météores brillants et brûlants qui volent vers toi à une vitesse phénoménale. Ce sont des morceaux du manteau rocheux en fusion de Vénus. La pluie de feu semble infinie, peut-être parce que le manteau avait une épaisseur de 1900 km. Mais ce n'est pas la partie la plus massive de la planète. La puissance de l'explosion fait éclater le noyau ferreux de Vénus. Ce noyau était 2 fois plus large que le manteau. Tu atteins une bille bleue qui n'est autre que ta planète natale. À quoi ressembleront ces entrailles dispersées dans l'espace? Vue d'en haut, la Terre est jolie. 71% de sa surface est bleue à cause de toute cette eau, mer et océan. Il y a aussi des zones de vert, de jaune et des tourbillons bruns et blancs. Tu appuies sur le bouton. La planète éclate dans une grêle de roches. C'est ce qui reste de la fine croûte terrestre et du manteau, beaucoup plus épais. Ce dernier occupait près de 84% du volume de la planète. Tu vois la pluie rocheuse se transformer en quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est du fer et du nickel brûlant qui constituaient le noyau externe de la Terre.
Ces métaux ne subissaient pas assez de pression pour être solides. La détonation est si puissante qu'elle fait éclater le noyau interne de la Terre. C'est une boule solide de fer et de nickel. Une fois que les morceaux se sont séparés, ils suivent leur propre orbite autour du Soleil. Les morceaux les plus massifs s'écrasent sur la Lune et certains voyagent plus loin avant d'être avalés par notre étoile. Tu ne peux pas t'attarder, la planète rouge t'attend. La surface de Mars est couverte de poussière de couleur rouille. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais dans la plupart des endroits, elle fait 2 mètres d'épaisseur. Le sol est de couleur or, marron, beige et même verdâtre. La teinte dépend des minéraux qui composent le sol. La surface de la planète est rocheuse, elle est couverte de lits de lacs asséchés, de cratères, de volcans et de canyons. Boum! Mars est une planète rocheuse. Tu dois esquiver des morceaux de croûte de la taille d'une montagne composés de basalte volcanique. Ce que tu vois ensuite te donne l'impression que tu as fait exploser d'énormes quantités de dentifrice à base de roches molles. C'est le manteau de Mars, composé d'oxygène, de silicate et d'autres matériaux. Et puis les morceaux volants redeviennent solides. Ah, c'est autour du noyau de la planète. Il était solide, composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Des milliards de fragments de toute taille, de quelques mètres à plusieurs milliers de kilomètres de diamètre, sont projetés dans toutes les directions. Mais seuls quelques-uns ont suffisamment d'élan pour quitter le système solaire. L'événement entier modifie légèrement l'orbite de la Terre, et la température sur notre planète augmente de 10 degrés Celsius. Tu laisses les planètes rocheuses derrière toi, et tu te rapproches de la première géante gazeuse sur ton chemin, Jupiter. D'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs cachent sa surface. Ils donnent à la planète un aspect coloré et joliment rayé. Tu appuies sur le bouton. Cette fois, le spectacle est différent. Au lieu de morceaux de croûte solide, tu vois des jets de gaz qui accélèrent depuis le centre de la planète. C'est ce qui composait l'atmosphère de Jupiter, faite d'hydrogène et d'hélium gazeux. En un rien de temps, la matière qui s'échappe dans l'espace devient liquide. C'est l'hydrogène qui change de forme sous l'immense pression atmosphérique qui règne au plus proche du centre de la planète. Un peu plus tard, le liquide est déjà un mélange d'hydrogène métallique et d'hélium. Et enfin, quelque chose de solide. C'était probablement le noyau de Jupiter, 14 à 18 fois la masse de la Terre. Le diamètre de la géante gazeuse était d'environ 145 000 km. Mais l'explosion ne dure pas plus d'une demi-seconde. Elle est cependant si forte qu'elle fait s'évaporer les planètes plus petites comme Mars et la Terre. Le Soleil reste à peu près intact. Il devient plus chaud et plutôt instable pendant un moment. Mais cela ne dure pas longtemps. La prochaine géante gazeuse sur ton chemin est Saturne. À première vue, on dirait que la planète a une surface. La sphère brun-jaune, apparemment solide, est entourée de couches de nuages. Les anneaux caractéristiques de Saturne sont impressionnants et colorés, gris, beige et brun. Ce sont en fait des groupes de petits anneaux composés de morceaux flottants de glace, de roches et de poussière. Ces morceaux vont de la taille d'un caillou à celle d'un énorme gratte-ciel. En orbite autour de Saturne, ils ne cessent d'entrer en collision et les plus gros morceaux se brisent. Tu es surpris de voir que les anneaux ne sont pas parfaitement ronds. Ils présentent des courbures causées par la force gravitationnelle des lunes voisines. 53 d'entre elles ont été répertoriées à ce jour. Titan, un monde glacé plus grand que notre Lune et même que Mercure, est la plus grande d'entre elles. Ce que tu vois ressemble étrangement à ce qui s'est passé lorsque tu as fait exploser Jupiter. Il n'y a qu'une seule différence. Les anneaux de Saturne se brisent, envoyant des roches et de la glace voler dans l'espace à une vitesse incroyable. Les plus gros morceaux s'écrasent sur les lunes de la planète, détruisant totalement les plus petites d'entre elles. Tu vois des courants de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, avec un peu de méthane, d'ammoniac et d'eau. Ils s'éloignent à une vitesse vertigineuse de l'endroit où se trouvait le centre de la planète. Ensuite, des éclaboussures de matière liquide, c'est de l'hydrogène liquide qui devient ensuite métallique. Et enfin, les morceaux du noyau solide constitués de matériaux rocheux. Tu as maintenant devant toi la magnifique sphère bleu-vert de la géante glacée Uranus. La planète prend cette teinte inhabituelle lorsque la lumière du Soleil se reflète sur sa surface. De plus, l'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, avec des traces de méthane gazeux qui absorbent la lumière rouge. Quoi qu'il en soit,
Badaboum! Cette fois, ce sont d'abord d'énormes blocs de glace qui se précipitent dans ta direction. Ils constituent la partie du manteau glacé de la planète qui représentait 80% de son volume total. Mais pourquoi cette glace a-t-elle l'air liquide? Sur Uranus, le liquide gelé n'est pas solide comme sur Terre. La glace est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane. On l'appelle souvent l'océan au ammoniac. Après l'étrange pluie de glace, tu vois des morceaux solides du noyau rocheux de la planète. Il était petit, pas plus de la moitié de la masse de la Terre. Certaines des lunes d'Uranus sont pulvérisées dans l'explosion, et plusieurs sont même éjectées hors du système solaire. L'explosion déplace aussi légèrement l'orbite de Neptune. Et enfin, c'est au tour de la dernière planète sur ton chemin. Neptune est bleu à cause d'une couche de gaz tourbillonnante et de nuages permanents. Pas le temps de s'attarder. Boum! La planète n'a pas de surface solide. C'est pourquoi, après avoir appuyé sur le bouton, tu vois le manteau liquide de Neptune éclater. Il ressemble à un ballon rempli d'eau jeté du 50e étage. Cela envoie des éclaboussures d'eau, d'ammoniac et de méthane glacé dans l'espace. Elles sont suivies par des restes du manteau de la planète, ressemblant à de la lave. Il était liquide, rougeoyant et riche en méthane, en ammoniac et en eau. Et voici ce qui reste du noyau solide de Neptune, composé de fer et d'autres métaux.